en caution. Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. La parole est donnée au juge Lavergne pour la suite de l'interrogatoire du témoin. Oui, merci Monsieur le Président, et je souhaiterais à ce stade apporter une clarification en réponse aux observations des avocats de la défense concernant l'usage par les juges d'éléments de preuve provenant du contenu et des confessions de personnes détenues à S21. Je précise que la Chambre n'a pas changé sa décision et que la référence à de tels contenus, bien sûr, toujours interdite. Je précise qu'en ce qui concerne les questions que j'ai posées, elles n'étaient pas basées sur le contenu de ces aveux, mais sur des sources autres, et notamment sur le fait que M. Koitoun, de par ses fonctions, a eu des liens avec le secteur 106. Et je voudrais citer pour exemple un document qui est le document E3 232 et qui s'intitule en français Procès verbal de la réunion du travail des villages le 8 mars 1976. En anglais, Minutes of Meeting on Basework. Les références en khmer sont les suivantes: 00017 116 à 123, ERN en français 0032 39 32 à 0032 39 36 et en anglais 0018 26 28 à 31. Il s'agit d'une réunion qui concernait les participants suivants: le camarade secrétaire, le camarade sous-secrétaire, le camarade M, le camarade Dunn, le camarade Strang, le camarade Hang, le camarade Sot et le camarade Touk. Donc on peut supposer que Touk effectivement est Koitoun. L'ordre du jour concernait à la fois le problème des élections du 20 mars 1976, mais aussi la situation au nord, et en particulier dans les secteurs 106 et 103. Voilà. Donc je précise à toutes fins utiles que Koitoun a effectivement été arrêté, tout comme l'ont été les autres participants, à l'exception de Pol Pot, Nuon Chea et Khieu Samphan. Mais le camarade Hang, qui était en charge du secteur 103, a été arrêté. Le camarade Sot, alias Pafal, a été arrêté, et il en est de même pour, bien sûr, Koitoun. Je précise que donc, M. Khieu Samphan a participé à cette réunion et qu'il était demandé notamment aux responsables de rendre compte régulièrement au comité permanent de la situation, que ce soit en ce qui concerne la construction de digues pour l'irrigation, que ce soit en ce qui concerne la situation générale de chaque secteur, et il s'agissait également de proposer de rendre compte par télégramme afin que le comité permanent soit conscient de la situation pour faire des recommandations à temps. Voilà, cette précision étant faite, je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin, Monsieur le Président, et donc je remercie le témoin pour sa participation. Le président. Merci, juge Lavergne. Monsieur Miach Von, voulez-vous faire part à la Chambre d'un problème quelconque? Réponse du témoin: non, pas de problème. Le président.
Dans ce cas, votre interrogatoire va se poursuivre. La parole va être donnée à la défense de Nguyen Chea, si elle souhaite poser des questions aux témoins. Maître Sanaroun. Bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, Monsieur Mias Veun. J'ai tout d'abord des questions à poser dans le prolongement de celles qui l'ont déjà été. Il s'agit des questions qui ont été posées par les co-juges d'instruction concernant les structures militaires. Vous dites qu'en 1970, vous aviez 18 ans et que vous avez intégré l'armée. On vous a demandé d'assister à des formations militaires pour devenir soldat. En tant que personne ayant assisté à ces formations, pouvez-vous nous dire quelle était la structure de l'armée? Je parle ici de la structure hiérarchique, à commencer par le rang le plus bas et en allant jusqu'au rang le plus élevé. Pouvez-vous nous décrire comment était structurée l'armée, d'après ce que vous avez pu apprendre au cours de cette formation? Réponse. Au niveau de la nouvelle structure, il y avait tout d'abord des groupes d'une douzaine de personnes il s'agissait d'équipes ou d'escouades constituées de 12 personnes. Ensuite, le peloton était composé de 3 escouades. Question. Vous dites qu'il y avait là le peloton composé de 3 escouades ou équipes, n'est-ce pas? Réponse. Oui. Un peloton comportait 3 escouades. Plus haut que le peloton, il y avait la compagnie qui était composée de 3 pelotons. Ensuite, 3 compagnies formaient un bataillon. Ensuite, 3 bataillons constituaient un régiment. Ensuite, 3 régiments formaient une brigade. Une brigade comportait un bataillon spécial.
Et enfin, 3 brigades constituaient une division. Il y avait aussi d'autres entités dans cette structure. Il y avait l'unité de l'arsenal, l'unité spéciale, placée sous la supervision directe de la division et de la brigade. Pour bien comprendre la structure, on part d'abord de l'escouade ou de l'équipe de 12 personnes. 3 formaient une unité de rang supérieur. Ensuite, on multipliait par 3 et encore par 3 et on arrivait au niveau de la division. Certains mouraient pendant les combats, pendant la guerre, et donc le nombre de soldats variait au fil du temps au sein de chaque entité. La défense. Merci. Combien de soldats constituait une brigade? En référence à la structure telle que vous la compreniez au cours des formations. D'après vous, d'après ce que vous avez appris, combien de soldats constituait une brigade? Réponse. En moyenne, 3000 au maximum. Question. Et un régiment? Réponse. 600 personnes au maximum. Question. Dans la déclaration que vous avez faite au juge d'instruction, document E3/424, vous dites que vous avez adhéré à la Révolution en 1970 quand vous aviez environ 18 ans. Vous dites que vous êtes entré dans un groupe de jeunes pour libérer le pays du colonialisme et de l'impérialisme. Vous dites que vous êtes devenu garde du corps, chargé d'escorter les cadres. Vous dites donc être entré dans la Ligue patriotique de la jeunesse pour lutter contre le colonialisme et le capitalisme. Est-ce que vous faites référence à des gens ou à des pays? Réponse. Quand je dis que nous devions libérer le pays du colonialisme français, c'est effectivement de cela qu'il s'agit. En effet, les Français étaient au Cambodge depuis pratiquement un siècle. Et quand les Français sont partis,
l'influence française nous semblait toujours présente. Par exemple, dans les plantations ou les usines de boissons sans alcool, tout cela était encore aux mains des Français. Et les Cambodgiens n'avaient aucune autorité sur les Français. Au contraire, ils étaient contrôlés par les Français. Donc, j'ai parlé du colonialisme français. En ce qui concerne le capitalisme, laissez-moi vous expliquer. Il s'agit de l'échange de biens entre pays. Nous avions constaté que quand des marchandises ou des biens étaient achetés, ils étaient achetés à un prix peu élevé. Puis, quand ils nous étaient vendus, il était à un prix plus élevé. Dès lors, le peuple cambodgien souffrait beaucoup et il était impuissant à faire face à cette situation. Nous étions incapables de contrôler les échanges commerciaux. Nous menions la lutte pour libérer le pays du féodalisme dont les causes étaient identiques, à savoir que le peuple ne pouvait pas s'occuper de ses activités normales. Question. Quand vous êtes entré dans le mouvement de résistance, vous aviez 18 ans. À l'instant, vous venez de donner des explications sur les termes colonialisme et capitalisme et féodalisme. Ces explications se fondent-elles sur ce que vous avez appris à l'époque, ou bien est-ce que vous vous êtes appuyé sur un document quelconque? Réponse. J'étais au courant de la question nationale, des intellectuels m'en ont fait part, notamment M. Hunim, ainsi que d'autres intellectuels, dont j'ai oublié le nom. Ils m'en ont parlé. Je me souviens aussi d'un autre enseignant, Ta Grun, lequel m'a appris des choses sur le pays. C'est ainsi que j'ai appris auprès d'intellectuels qui étaient mes aînés. À l'époque, je n'ai suivi aucune formation officielle. J'ai étudié sous les arbres, dans la forêt, en 1970. En réalité, c'est en 1968 que j'avais 18 ans. Autrement dit, en 1970, je n'avais plus 18 ans, mais j'étais plus âgé. J'espère avoir répondu à votre question. J'ai donc appris cela
auprès de nationalistes et d'intellectuels. Question. Le 17 avril 1975, vous étiez à la division 1 et vous aidiez Tassen dans son travail. Vous étiez commandant de régiment, à savoir le régiment 136 relevant de la division 1. Est-ce exact? Si tel n'est pas le cas, veuillez me corriger. Réponse. Je travaillais au 16e régiment. Le bataillon était le bataillon 136, mais le régiment était le 16e. Question. À l'époque, les soldats Khmer Rouge ont décidé de lancer une offensive contre Phnom Penh. Au cours de cette offensive, vous étiez responsable du 16e régiment. D'après le document, seule la première division a attaqué Phnom Penh à partir de Pochentong, Obang Om et Stong Min Chey. Est-ce exact? Réponse. Oui. Dans le même document, E3/424, dans la deuxième réponse, vous dites que vous étiez soldat et qu'on vous a dit d'attaquer Phnom Penh. Mais avant cela, avez-vous été informé d'un plan d'évacuation de la ville? Réponse. Non, je n'en ai pas été informé. Question. Avant de passer à l'attaque contre Phnom Penh, les forces d'avant-garde de l'Ouest et du Sud-Ouest l'ont fait et il y a eu des réunions avec Son Sen et Nuon Chea. Les commandants y ont participé, puis les commandants de régiment, y compris le vôtre, ont reçu un rapport. L'objectif était d'attaquer et de libérer la ville pour le 18 avril, mais Phnom Penh, en fait, a été libéré le 17. Vous dites ceci. En ce qui concerne les soldats qui ont attaqué Phnom Penh, la hiérarchie leur a recommandé de ne pas riposter à l'encontre des ennemis lorsque ces derniers ont levé des drapeaux blancs qui devaient symboliser leur reddition. Les soldats ne devaient pas non plus toucher aux biens et aux affaires qui se trouvaient dans la ville. Fin de citation. Y a-t-il eu d'autres ordres?
Réponse non. Il n'y a pas eu d'autres instructions à mon attention. Question. Dans la même réponse, vous dites que vous avez une réunion avec l'état-major, laquelle a été présidée par Son Sen et Nuon Shea, en président des commandants de division de toutes les zones. Donc vous saviez que Son Sen et Nuon Shea faisaient partie de l'état-major. Comment l'avez-vous su? Réponse. Comme j'étais commandant adjoint, je recevais des ordres de mon commandant, Tassun. Bien sûr, celui-ci assistait à la réunion pour être informé du plan et répercuter les informations auprès de moi, qui, à mon tour, les ai répercutées parmi mes subordonnés au sein du régiment. Question. Tassun vous a-t-il dit clairement que Son Sen et Nuon Shea ou Son Sen et Tamok faisaient partie de l'état-major? Réponse. Il ne m'a pas donné de nom. Il ne m'a pas dit que c'était Ta Son Sen ou Ta Nuon Shea, mais il m'a dit qu'il avait eu une réunion avec l'état-major, sans citer le nom des gens de l'état-major. Réunion à laquelle il a appris quel était le plan d'attaque et il a répercuté les informations comme quoi nous devions attaquer sur le champ de bataille 940 et remporter la victoire le 18 avril. Il a juste parlé d'un plan d'attaque, mais il n'a pas cité le nom des gens de l'état-major. Et j'ai reçu ce plan qu'avait ordonné Tassun. Maître Sonarum. Merci. Vous avez dit que vous ne saviez pas qui faisait partie de l'état-major. Mais dans le procès-verbal de l'audition, de votre audition avec les personnels des coachs d'instruction, vous dites que l'état-major, c'était Son Sen et Nuon Shea. Donc, comment pouviez-vous donner une telle réponse ou une telle affirmation? Le président, monsieur le témoin, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. Le procureur, merci, monsieur le président. Peut-être est-ce un problème d'interprétation et de traduction, mais en anglais, nous avons entendu comme si mon confrère avait mal représenté les propos du témoin. En effet, il suggère que le témoin avait dit qu'il ne savait pas qui siégeait à l'état-major, alors que le témoin a tout simplement dit que Tassun n'avait pas parlé de nom. C'est une différence subtile mais importante. Le témoin n'a jamais dit qu'il ne savait pas qui faisait partie de l'état-major. Maître Sonarum. Dans le procès-verbal E3/424, question-réponse 3, vous dites clairement qu'avant d'attaquer Phnom Penh, les commandants des zones Est et Sud-Ouest ont eu une réunion avec l'état-major. Ta Son Sen et Ta Nuon Shea ont présidé la réunion avec les commandants de division et de brigade de toutes les zones. Par la suite, il y a eu d'autres réunions pour diffuser les renseignements.
សេននិងនូនជាប្រជុំនឹងលោកបាន Comment avez-vous su que Son Sen et Nguyen Chia avaient participé à cette réunion de l'état-major? Pourquoi l'avez-vous donné ces deux noms dans votre réponse? Son Sen et Nguyen Chia. Réponse. J'ai entendu leur nom après la libération. Et que l'état-major, il y avait Son Sen et Tamok. Avant la libération, je ne le savais pas. Pendant la réunion, quand j'ai reçu les ordres de la division, le commandant de la division, lui, avait reçu ses renseignements de l'échelon supérieur, c'est-à-dire l'état-major. Mais lui n'a pas dit qui étaient les membres de l'état-major. Question. Donc, cela veut-il dire que quand vous dites Son Sen et Nguyen Chia aux enquêteurs de juge d'instruction, comme on le voit dans le procès-verbal de votre audition, maintenez-vous ce que vous avez dit ou voulez-vous que ces propos soient retirés? Réponse. Non, il faudrait les retirer. Car j'ai su que Son Sen était à l'état-major après la libération, mais pendant la guerre, je ne le savais pas. Mais à l'époque, mon commandant ne m'avait pas donné les noms des membres de l'état-major. Il m'a dit qu'il y avait un plan d'attaquer, de ne pas faire de retraite à tout prix. Question. Laissez-moi confirmer ce que vous venez de nous dire. Dans votre procès-verbal, on retrouve le nom de Nguyen Chia. Mais vous dites que vous n'avez pas dit Nguyen Chia au juge d'instruction. Est-ce exact? Ou cela veut-il dire que vous ne maintenez pas votre déclaration précédente et vous souhaitez que ces noms soient retirés du procès-verbal? Le président. Monsieur le témoin, veuillez lire le document E3/424 et la réponse que vous avez donnée à la question numéro 3. L'huissier d'audience, veuillez montrer au témoin la page en question. Monsieur le témoin, veuillez lire ce passage soigneusement. Car il est possible que vous soyez quelque peu confus par les questions que pose le Conseil de la Défense. Lục sẽ xây chăng khuyên an chún rồi có lục an rủi hỏi hay lục nghịch lời. Maître Sonneau. Monsieur le témoin, voulez-vous que je vous lise le passage en question? Ou êtes-vous capable de le lire tout seul? Bah, chấm đôi đi, nhóm mình bàn thế, chấm lục cho clear nâng, pro chấm bà mình. J'aimerais que les noms soient retirés de mon procès-verbal. Son Sen et Nguyen Chia. Je ne sais pas s'il y a une erreur dans cette partie du procès-verbal.
សូមអរគុណខ្ញុំសួរបន្ត Maître Sonaron. Merci. Laissez-moi vous poser une autre question. La zone, enfin l'endroit connu comme Coxroll était une cible pour une attaque venant de l'ouest. Savez-vous quelle unité avait eu cette cible? Quelle division devait attaquer de cette direction? តាមវត្តកប់ Réponse. La pagode de Coxrow, il y avait des membres de la division 1 à cet endroit. Maître Sonaron. Y avait-il d'autres divisions qui participaient à l'attaque venant de l'ouest? Réponse. Il y avait aussi une division du nord. Je ne me souviens pas du numéro de cette division. Question. Vous étiez à la tête d'un régiment pour l'attaque sur Phnom Penh. Avez-vous donné des ordres dans le cadre de cette attaque? Lors de l'assaut sur Phnom Penh, avez-vous retransmis des ordres venant du commandant de division ou des échelons supérieurs? Question. Réponse. J'ai reçu mes ordres de la division. Question. Saviez-vous si les attaques Saviez-vous quelle division était responsable de quelle force d'avant-garde ou n'étiez-vous au courant que de celle qui vous correspondait? Réponse. Je sais que il y avait de l'ouest la division 1, vers l'est division du nord, et toujours plus à l'est, il y avait une autre force militaire, mais je ne me souviens pas du numéro. Mais c'était des divisions de l'est. Il y avait aussi une division spéciale, mais je ne me souviens pas de son numéro. Question. Toujours dans votre procès-verbal d'audition, il est indiqué que les ordres provenant de l'état-major étaient de lancer l'assaut et de libérer entièrement Phnom Penh le 18 avril 1975. Mais on a remporté la libération avec un jour d'avance. Pouvez-vous nous dire pourquoi la ville a été complètement libérée le 17 plutôt que le 18 avril tel que prévu? Réponse. Pendant la planification de l'assaut sur Phnom Penh de la libération pour avril 1975, c'était les instructions que la division avait retransmises. Mais
La ville a été libérée le 17 avril. Et la division nous a informé que l'ennemi avait été défait plus tôt que prévu, car ils avaient perdu leur esprit combatif. Nous avons donc pu avancer assez rapidement vers Phnom Penh. Et la division nous a aussi dit, enfin, comme la division nous avait informé que l'ennemi avait perdu son esprit, et nous avons donc remporté une bataille décisive pour finalement gagner la victoire le 17 avril 1975. Question. J'ai une autre question pour vous. Si vous ne connaissez pas la réponse, veuillez le dire. Avez-vous été informé par l'état-major ou la division qu'il y avait négociation entre les forces de l'ONOL et celles des Khmers rouges? Réponse. Non. Maître Sonaron. Je vous remercie. Question. Dans le document E3/73, question-réponse 6, il est indiqué qu'il y avait une réunion en mars 1976 organisée par Ta Chuchet et Chubanmon dans la zone ouest, à savoir Kampong Speu. Il y avait aussi une réunion qui s'est tenue à Kampong Chhnang. Et à l'époque, Nuon Chea ou Pol Pot donc ma question est la suivante. Êtes-vous allé à Langvek? Avez-vous assisté aux réunions de Langvek ou de Chbarmon? Réponse. Oui, j'y suis allé. Mais je n'ai participé à la réunion. Je suis allé à la réunion organisée par TAS, c'est-à-dire à Kampong Speu, chez Tassi, mais je ne suis pas resté jusqu'au bout car Sun m'a dit qu'il fallait que je retourne au champ de bataille en raison d'un changement dans la situation. Question. Vous dites donc que vous êtes allé à une réunion dans le district de Chubarmon à Kampong Speu. Réponse. Oui. Question. Qu'en est-il de la réunion à Langvek à Kampong Chhnang? Avez-vous participé à cette réunion? Réponse. Oui, j'y ai assisté. Question. Si vous avez assisté à des réunions à ces deux endroits, êtes-vous certain que ces réunions étaient présidées par Nuon Chea ou Pol Pot? Réponse. À l'époque, j'ai vu Pol Pot. C'est Pol Pot qui présidait la réunion. Et ainsi que Ta Si, qui lui aussi présidait la réunion. Je n'ai pas vu Nuon Chea là-bas. Question. Cela signifie que les deux réunions signifie plutôt que Nuon Chea ne s'est pas rendu à ces réunions et c'est Pol Pot qui était présent lors des réunions.
Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est exact. Question? Donc, lorsque vous dites dans votre procès-verbal que c'est Nuon Chea et pas Pol Pot qui avait présidé la réunion, maintenez-vous ce que vous avez dit ou voulez-vous qu'il soit retiré? Réponse. À l'époque, Sung m'avait dit que Nuon Chea était venu lui aussi. Mais comme je ne l'ai pas vu, c'est ce que j'ai dit. Pol Pot, lui, est assis. Et il y avait Pal aussi. Eux, je les ai vus à la réunion. Je n'ai personnellement pas vu Nuon Chea. Je ne suis pas certain s'il était présent ou non. Mais je ne l'ai pas vu. Voilà pourquoi j'aimerais que son nom soit retiré. Maître Sonawan. Je vous remercie, le président. La parole est à l'accusation. Le procureur. Merci, monsieur le président. Je présente mon objection entre deux questions, car mon confrère semble suivre, procéder d'une certaine façon qui n'est pas appropriée. On ne peut demander au témoin s'il veut retirer des parties de son procès verbal. Ce n'est pas la procédure devant cette chambre. On peut lui demander si le procès verbal est un bon reflet de ses propos, mais on ne pourrait demander au témoin s'il veut que certains aspects de ses déclarations précédentes soient retirés. ខ្ញុំសូមឆ្លើយចំពោះបរិញ្ញាសំណួរនេះ Maître Sonarum, j'aimerais répondre à l'objection de l'accusation. Les procureurs ainsi que d'autres parties s'en sont servis sans qu'il y ait d'objection. Le témoin peut retirer des propos de ses déclarations précédentes. Le président. Maître Carnavas. Maître Carnavas. Comme cette question pourrait nous toucher, j'aimerais aussi faire un commentaire. Je pense que l'accusation se trompe. Le témoin est tout à fait en mesure de dire que le résumé, le procès verbal résumant ce qu'il a dit n'est pas le reflet de ce qu'il a dit à l'époque, et c'est pourquoi il retire cet aspect. C'est peut-être que ce qu'essaie de faire le Conseil de la Défense, il utilise sans doute des mots qui ne sont peut-être pas les bons, comme rayer, mais le témoin peut très bien dire qu'il ne maintient pas les propos qui sont écrits dans le résumé. Et je pense justement que c'est la bonne approche à prendre. Maître Kongsamon, Monsieur le Président, j'appuie résolument la position exprimée par mes deux collègues. Le témoin a en effet le droit de retirer ou de signaler qu'une partie du procès-verbal ne correspond pas à ce qu'il a dit. Après tout, ces procès-verbaux ne sont qu'un résumé et pas l'intégrale de l'entretien entre les enquêteurs et le témoin. Il est possible qu'il y ait donc des erreurs dans ce procès-verbal et le témoin a tout à fait le droit de demander à ce que soient retirées les parties qu'il juge inexactes. Le président, la défense de Q-Sampan. Vous avez dit que vous appuyez la position de la défense, des deux conseils de la défense. Mais même en Khmer, les positions exprimées par les deux équipes de défense sont bien différentes. L'une est qu'il fallait retirer des aspects
de la déclaration. L'autre position est que ça ne concordait pas. Donc, ce sont deux positions distinctes au point de vue de la procédure. Vous dites que vous levez pour soutenir les positions des deux équipes de défense. Pensez-vous vraiment que ces deux équipes ont la même idée? Maître Kongsoman, merci Monsieur le Président. En effet, on peut retirer une déclaration complète si elle est inappropriée. Mais le témoin a le droit de faire retirer certaines parties de sa déclaration. La parole est à la partie civile. Maître Pékang. Bonjour, Monsieur le Président, merci. Je regrette d'avoir à me lever après que la défense ait déjà fait connaître sa position. Le procès verbal d'audition de ce témoin lui a été lu. Il en a confirmé l'exactitude. Les parties ont donc le droit de lui poser des questions en se basant sur ses déclarations. Mais le témoin ne peut faire retirer ses propos, car il a déjà apposé son empreinte digitale attestant de la fidélité des propos. Nous pouvons entendre les opinions du témoin et c'est au juge de décider si la déclaration préalable était la bonne. Le président, Madame la juge Cartwright, vous avez la parole. Le juge Cartwright, merci, Monsieur le Président. Après cette courte délibération, la Chambre s'accorde pour dire qu'il n'y a pas de procédure disponible pour faire rayer
du dossier, plutôt de rayer des portions d'un procès-verbal consigné par les juges d'instruction. Toutefois, nous tiendrons compte de la déposition orale de ce témoin dans l'évaluation de la valeur probante et du point donc à accorder à cette déclaration pour la détermination du verdict. Y a-t-il autre chose que vous voulez que je dise, Monsieur le Président? Non, Madame la juge. Maître Sonaroun, allez-y. Maître Sonaroun. Merci, Monsieur le Président. Je vais continuer. Dans le document E3/424, question-réponse 1, devant le co-juge d'instruction, vous avez dit la chose suivante. En 1970, en 1971, vous êtes devenu soldat, et ce jusqu'en avril 1975. Pendant cette période, avez-vous entendu parler du nom Nuonchia? Réponse. J'ai entendu son nom en 1975. Question. Vous avez entendu son nom, mais l'avez-vous rencontré en personne ou avez-vous communiqué avec lui par lettre? Réponse. Non. Question. Donc vous ne connaissiez pas bien Nuonchia, vous n'avez simplement entendu son nom de la bouche d'autres personnes. Est-ce exact? បាទមិនមែនតាមរយៈអ្នកដទៃទេឬ Réponse. Non pas par d'autres gens, mais bien via ma division. Question. Pendant l'assaut contre Phnom Penh, les divisions communiquaient entre elles et avec les régiments. Comment les divisions communiquaient-elles entre elles? Réponse. Entre les batailles, entre régiments, on devait communiquer. Il y avait une réunion. Sur le champ de bataille, et nous déterminions qui était responsable de quelle zone, donc quel régiment était responsable de quel territoire. Et nous avions désigné des gens chargés de faire le trait d'union. Les gens étaient proches les uns des autres, un peu comme dans la configuration du prétoire, et donc nous pouvions communiquer. Question. Il me reste 5 ou 6 questions. Or, il est 16 heures.
Dois-je achever ou attendre demain matin? Le président. Le moment est venu de lever l'audience. Les débats reprendront demain matin à 9 h. Demain, la Chambre continuera d'entendre la déposition de ce témoin. La défense de Nuonchea aura la parole, suivie des deux autres équipes de défense. Monsieur Measven, votre déposition n'est pas terminée. La Chambre vous convoque demain matin à 9 h. Votre avocat est également prié de se présenter demain matin. Huissier d'audience, veuillez vous occuper du logement du témoin et faire en sorte qu'il soit de retour dans le prétoire demain pour 9 h. Agent de sécurité, veuillez conduire Kyo Sampan et Nuonchea au centre de détention et les ramener dans le prétoire demain matin pour 9 h. L'audience est levée.